Alors bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais qu'on évoque la société Trigano et pour ce faire j'ai invité un ami qui est gérant, qui connaît très bien la société puisqu'il la suit depuis 25 ans pour pouvoir évoquer cette entreprise. Donc on va parler stratégie de développement, on va parler concurrents, on va parler comment se font les marges, on va regarder quels sont les fournisseurs, quels sont les clients types, on regardera les évolutions capitalistiques au sein de la holding de contrôle, que peut-il se passer et on parlera même de Warren Buffett. Voilà, donc je vous partage tout ça derrière le PC, je vous dis donc à tout de suite. Alors un disclaimer, puisque l'analyse qui est faite ici, c'est pas du tout un conseil à l'achat ou à la vente sur la société Trigano, c'est juste du partage. Donc là, mon ami gérant qui s'appelle Francis, il a bien voulu nous accorder du temps pour pouvoir nous faire partager toute son expérience, tout son savoir qu'il a accumulé au cours des 25 ans de suivi de cette entreprise. Donc comme tout thèse investissement, il y a du pour, il y a du contre, on peut se tromper, on peut avoir une analyse qui au final ne va pas se réaliser. Bon, pour autant, je pense que l'intervention de Francis mérite d'être écoutée, voilà. Bon ben merci Francis d'être présent, d'avoir bien voulu témoigner sur ma chaîne. Avec plaisir. Ben merci beaucoup. Est-ce que tu peux me dire ton parcours, ce que tu fais comme métier, d'où tu viens, quel profil tu as, est-ce que tu as fait des études particulières en finance? Alors en deux mots, j'ai commencé en faisant Sup de Rouen, option finance, couplé avec le diplôme d'expertise comptable. Et quelques années après, j'ai fait en formation continue l'IAE de gestion de patrimoine au Lanier, à la faculté de Clermont-Ferrand, qui donne une dimension plus patrimoniale. J'ai été diplômé de Sup de Co en 86 et l'IAE, j'ai été diplômé en 93. D'accord. Et donc tes premières armes en bourse, quand est-ce que tu es arrivé C'est très marrant parce que moi j'ai commencé en 88, donc je suis arrivé juste après le crack de 87. Et donc les premiers clients, ils ont fait 100% la première année. Bon, malheureusement, j'ai pas renouvelé cette performance chaque année. Ok. Et donc, est-ce que tu peux me dire ton métier là actuellement, ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est je suis un stock picker. Par rapport aux autres stock pickers, je m'intéresse peut-être davantage à tout ce qui touche autour de l'aspect spéculatif de l'actionnaire principal. L'actionnaire principal va-t-il vendre? Va-t-il être obligé de vendre parce que peut-être c'est la deuxième ou la troisième génération? Et j'achète plus des titres à la limite dans cette optique-là que parce que la boîte est bien gérée, même si j'essaye de regarder que la boîte est bien gérée. Mais ça m'arrive d'avoir dans mon portefeuille des boîtes qui sont pas forcément très bien gérées, mais dans lesquelles j'ai une forte conviction qu'il va se passer quelque chose dessus. D'accord. Donc ça serait le catalyseur pour révéler la valeur, c'est ça l'idée? Oui. D'accord. Clairement. Donc tu essaies de trouver des boîtes qui gagnent quand même de l'argent. Tu prends quand même des boîtes qui sont décotées par rapport à ce que tu estimes la valeur intrinsèque. Et puis c'est le tour de table en haut dans la holding. Ça va se passer des trucs qui va faire que ça va se vendre. Il va y avoir une OPA, ça va changer de main. Voilà. Par exemple, un exemple assez récent, j'avais identifié que Tessie risquait d'être vendu parce que le dirigeant de l'époque de Tessie avait créé une holding et ça n'a pas loupé. 3 ans après, il y a eu une OPA sur la valeur. D'accord, ok. Donc 3 ans, ça veut dire que toi, tu as du temps long. Ah oui, 3 ans, c'est même court pour moi. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Donc, tu es gérant, tu gères de l'argent pour des clients, c'est ça? Oui, je gère un peu plus de 65 millions d'euros pour une clientèle particulière et également je gère un fonds commun de placement qui s'appelle AAZ Spécial qui reprend les mêmes valeurs que les titres que j'ai en ligne à ligne. Donc le fonds fait une vingtaine de millions et il y a 45 millions en clientèle directe. D'accord, ok. Bah, écoute, quand on s'est vu dernièrement, là, j'étais à l'AG de Cougras, tu t'étais proposé pour me parler d'une société que tu connais très bien. Est-ce que tu peux nous dire cette société, ce qu'elle fait? Donc déjà son nom, ce qu'elle fait, qu'est-ce qui t'intéresse dessus? C'est quoi cette histoire de tour de table particulier, puisqu'apparemment t'aimes bien, est-ce qu'elle rentre dans ce scope-là? Voilà, s'il te plaît.
Alors, la société s'appelle Trigano. Je la connais depuis son introduction en bourse en 1997. La société faisait à l'époque l'équivalent de 300 millions de chiffre d'affaires à comparer avec un chiffre d'aujourd'hui de 3 milliards d'euros. Donc, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 10 en, on va dire, 25 ans. Parce que c'était en 97, hein, les chiffres dont je te parle. À l'époque, il n'y avait pas d'aspect capitalistique sur le dossier, puisque François Feuillet était, je dirais, jeune cadre dynamique, un ancien de chez, je crois, KPMG. Je suis rentré dans ce dossier pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai tout de suite compris que ce secteur est caractérisé par un achat de châssis qui représente la moitié du coût total d'un camping-car. Et donc, à partir du moment où sa volonté, c'était de grossir pour pouvoir avoir des meilleurs prix sur les châssis. Donc, quand la période était favorable, c'est-à-dire quand il y avait beaucoup de croissance de volume, il vendait toujours plus de châssis et il avait des prix toujours meilleurs. Et puis, quand la période était moins favorable, il avait des concurrents qui s'affaiblissaient et qui pouvaient racheter à bon compte. Voilà. Ça, c'était le modèle, on va dire, de base. C'est très simple comme modèle, une valorisation très faible. Il faut savoir que Feuillet a racheté au départ Chausson à la barre du tribunal, parce que la boîte était en faillite. Donc lui, il a créé et développé Trigano avec très peu de capitaux. Et la preuve, c'est que quand il s'est introduit en 97, il s'est introduit parce qu'il ne pouvait pas racheter tous les minoritaires, c'est-à-dire tous les financiers qui l'avaient aidé à se développer. Parce qu'il a toujours eu un gros levier, alors sauf récemment, parce que là, récemment, on a basculé dans une autre ère. Quand je dis récemment, c'est depuis 4-5 ans. On a basculé dans une autre ère depuis qu'il a racheté Adria, on va dire. C'est devenu un groupe puissant qui dégage un cash flow énorme. Et ce n'était pas le cas au départ. Au départ, la croissance était au moins aussi forte que la rentabilité. Donc, il avait besoin d'un levier pour se développer. Le levier qu'il a utilisé, ça n'a pas été la bourse depuis 97, puisque depuis 97, il n'y a eu aucune opération d'augmentation de capital. Donc, il a utilisé en permanence le levier de la dette. Il a racheté des boîtes qui souvent étaient rentables, mais tout juste rentables, qui payaient quasiment toujours à peu près 6 mois de chiffre d'affaires. C'est à peu près son standard. Ça arrivait de payer un peu moins si la boîte était vraiment pas rentable. Et par contre, il est assorti d'un bel earn-out, c'est-à-dire qu'il laisse les gens, les dirigeants des boîtes qui rachètent, diriger encore pendant 4-5 ans la boîte, et il n'hésite pas. Au départ, il rachète peut-être que 80 ou 90%, et si 4-5 ans après, la boîte s'est bien intégrée et s'est bien développée grâce aux synergies de Trigano, il n'hésite pas à racheter le solde beaucoup plus cher que ce qu'il a racheté le premier bloc. Voilà. Donc c'est une boîte qui est très bien gérée, qui est agile. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait la croissance il l'a faite par des acquisitions de concurrents. Il gardait une partie minoritaire des concurrents, c'était sûrement les fondateurs. Oui, souvent. C'est ça. Ok. Puis il leur promettait si ça se passe bien, à horizon 4-5 ans, je pourrais vous redonner une part qui sera beaucoup plus conséquente. Oui, c'est contractuel. Hein. Il y avait des contrats où il disait, en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et j'imagine de l'EBITDA, on vous payera un multiple dans 3 ou dans 4 ans. C'est d'ailleurs, sur la dernière acquisition qui s'est passée, on a bien vu qu'il y avait eu une réévaluation d'ailleurs de ces earn-out importantes, puisque je crois que c'était 70 millions d'euros qui a été passé dans les comptes de 2020. Est-ce que toi, tu as accès à ces contrats ou c'est parce que tout simplement tu lis les rapports et tu vois qu'en suivant dans le temps… Bon, les contrats, ils sont dans la dette financière. On voit la valeur de rachat, elle est dans la dette financière. Dans la dette financière, il n'y a pas que de la dette bancaire. Il y a la dette bancaire et il y a les promesses de rachat de minoritaires qui sont réévaluées tous les ans en fonction de l'évolution de la filiale concernée. D'accord. Et ça, c'est dans le rapport financier, dans les annexes. Oui, c'est détaillé. Ok, d'accord. Alors, pour l'histoire du tour de table, comment tu vois la suite là? Parce que comme tu dis, avant, dans les années 98,
Le patron, il était jeune cadre dynamique. Bon, ben maintenant, il a pris 25 ans de plus, donc il doit être toujours dynamique, mais moins jeune cadre. La suite, Oui. tu la vois comment? La suite, elle est limpide. Il a 73 ans. Ses filles, il a 2 filles. Ses filles ne reprendront pas, donc la boîte sera vendue, c'est une certitude. Il a changé, enfin, il a pris un dirigeant opérationnel qui est Stéphane Gigou, qui est en fait son ancien partenaire chez Fiat, puisqu'il achète principalement ces châssis, encore une fois, qui représentent la moitié du prix d'achat, enfin, du prix de revient d'un camping-car. Il les achète principalement chez Fiat. Et donc, en fait, il a débauché en fait, son principal interlocuteur, qui était aussi son principal fournisseur, qui, je trouve, depuis, avec les histoires de stop and go qu'il y a eu pendant le Covid, c'est assez bien débrouillé. En tout cas, il n'y a pas eu, au niveau de la marge, il n'y a pas eu de mauvaises surprises, alors qu'il y a forcément eu des difficultés majeures dans la production depuis 2-3 ans. Ça, c'est une certitude. D'abord à cause du Covid, puis maintenant que le Covid est passé, à cause des manques de composants, de certains composants électroniques qui font qu'aujourd'hui, il a dû vendre cette année 42 000 camping-cars, alors qu'il en aurait vendu 50 000 s'il avait été livré des 8 000 châssis supplémentaires qu'il n'a pas pu avoir. Ok. Donc là, ça veut dire dans le carnet de commande, il a un carnet de commande qui est méga plein, quoi. Oui, il est saturé au moins jusqu'à août l'année prochaine, puisque là, au dernier salon qui viennent de se produire, il ne livrait qu'à partir de septembre 2023. Donc, on est en exercice décalé en clôture du mois d'août. Voilà. Ok. Tu disais que ces châssis, ils étaient Fiat, c'est ça? Oui, c'est principalement du Fiat, oui. C'est principalement du Fiat. Alors, en accessoire, il a du Ford. Et puis, il monte aussi un peu de Mercedes. Et le châssis de Mercedes, il a 2 gros inconvénients. C'est qu'il est plus cher et qu'il est plus bruyant. Trigano, par rapport dans l'environnement concurrentiel, hein, aujourd'hui, Trigano, c'est un camping-car sur 3 à l'échelle européenne. On parle de l'échelle européenne parce que le reste, c'est une autre réglementation. Donc, c'est pas le même secteur. C'est un camping-car sur 3. Il a un concurrent qui s'appelle Immer, qui fait aussi un camping-car sur 3, donc qui est aussi gros que lui. Immer a toujours été moins bien géré que Trigano. Et puis, Erwin Immer, enfin, plus exactement, la 2e génération a fini par vendre la société Immer à Thor, aux Américains Thor, et c'est un échec. Donc ça aussi, c'est un argument supplémentaire, c'est que le mariage entre les Américains et les Allemands se passe mal. Comment tu vois que c'est un échec, le mariage avec Thor? Tu le vois parce que le chiffre d'affaires depuis 3 ans de Trigano progresse plus vite, hors croissance externe bien sûr, progresse plus vite que celui d'Imer. Et en fait, les Américains n'ont rien apporté. Les bonnes années, Imer fait 7% de marge débit, là où cette année, Trigano va encore faire 12 ou 11,5. Donc il y a 4 à 5 points de différence de marge, c'est énorme. C'est coté ça, Immer? C'est coté? Alors c'est plus coté, puisque maintenant c'est une division intégrante de Thor. Et quand tu vois le prix que Thor a payé Immer, ils ont payé ça 1,8 milliard, alors qu'il n'y avait rien dans le bilan. Quand je dis rien, le peu de bénéfices que dégageait Immer était parti en dividendes et les actionnaires s'étaient payés sur la bête. Les Américains ont payé en fait une part de marché, 1,8 milliard, une part de marché, c'est ce qu'ils ont payé. Okay, tandis que pour Trigano, il y a du cash, c'est bien géré. Trigano va avoir à la clôture de l'exercice là au mois d'août, enfin on connaîtra le chiffre que dans un mois, mais va avoir vraisemblablement encore 300 millions de cash net positif, oui. Et ils dégagent gentiment, ils font 3 milliards de chiffre avec 12% de marge, donc ça fait 350 millions d'EBIT. Et là-dessus, tu enlèves un tiers, même 25% d'impôts. Il reste gentiment 280 millions de free cash flow avant dividende, quoi. Donc, c'est une boîte agile, c'est une boîte dont le concurrent principal est faible. Les autres concurrents sont beaucoup plus petits que lui, donc il fait des économies d'échelle monstrueuses sur ses achats de châssis. Et puis surtout,
ce qui est important pour des gérants, c'est quand on va contre le marché. Moi, je vais contre le marché dans ce dossier parce que je considère que le marché a toujours mis Trigano comme une valeur cyclique. Or, elle n'est pas très cyclique. Je veux dire, sur les 20 dernières années, il y a une seule année où le chiffre d'affaires a baissé par rapport à l'année d'avant. C'était 2009 par rapport à 2008. Une seule année. Donc, elle n'est pas très cyclique, cette valeur. Or, le marché considère qu'elle est cyclique et c'est pour ça qu'elle est valorisée, elle est très faiblement valorisée. Très faiblement, puisqu'aujourd'hui, il y a 20 millions, un peu moins de 20 millions d'actions. On vaut 100 €, ça fait 2 milliards. 2 milliards pour une boîte qui va faire 350 millions d'EBIT. Alors, c'est vrai que l'EBIT n'est pas tout à fait normatif. Ils ont profité du Covid, ils ont un peu amélioré leur marge de manière ponctuelle et non récurrente. Je dirais que la marge d'EBIT normatif, c'est 10%. Voilà, c'est 10%, mais donc ils vont faire 3 milliards à 10%, ils vont quand même faire 320 millions d'EBIT normatif. Voilà. Donc, ça laisse de quoi venir, ça laisse voir venir. La problématique aujourd'hui de Trigano, c'est quelque part comment utiliser ce cash. Parce qu'il verse 4 € de dividendes, ce qui fait 80 millions d'euros. Donc, il reste encore facilement 200 millions de free cash après le versement de dividendes. Et il n'y a plus beaucoup d'opportunités de croissance. Alors, il s'est un petit peu diversifié en achetant des revendeurs, donc des réseaux de distributeurs de camping-cars. C'est une intégration aval. J'aime pas beaucoup, mais il pouvait plus, dans son cœur de métier, il n'avait plus d'opportunités de croissance, peut-être, à part les résidences mobiles qui appartiennent encore à Beneteau, mais apparemment Beneteau ne veut pas les vendre. Trigano voudrait les acheter, mais Beneteau ne veut pas les vendre. Donc voilà, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un remploi intelligent de ce cash. Je pense que c'est pas lui qui va faire un move maintenant important, parce que sinon le move idéal qu'il aurait pu faire, ça aurait été de croquer Beneteau, parce que sincèrement, il a tellement bien géré sa boîte par rapport à Beneteau qu'il a tellement mal géré qu'aujourd'hui, Beneteau serait une proie pour Trigano, alors qu'il y a 20 ans, c'était le contraire. Voilà. Et donc, le marché a toujours appliqué des valorisations ridiculement petites, quoi. C'est juste hallucinant. Et en termes d'acheteurs, tu verrais qui, toi? Donc le patron, il a 73 ans, donc tu as dit que la famille n'est pas au bord et travaille pas dans l'entreprise, ça va se vendre. Il y aurait qui? Parce que s'il y a déjà les ricains qui ont déjà un tiers, s'ils rachètent l'autre tiers, ça va faire 2 tiers, ça risque de grenouiller au niveau. Les ricains, Thor ne pourra pas racheter Trigano. Je pense que Feuillet a été approché au moment où les Américains ont acheté Immer. Parce que s'ils sont un peu intelligents, ils ont dû regarder et se rendre compte qu'il valait mieux acheter Trigano que Immer. Alors, ils sont concurrents sans être réellement concurrents, hein, Immer et Trigano. Il faut quand même dire les choses. Un camping-car Trigano, c'est de l'entrée de gamme à 60 000. Un camping-car Immer, c'est du double châssis, du double châssis, de la double structure. Donc, c'est mieux isolé et c'est 80 000. Donc, ils ne sont pas réellement totalement concurrents, je dirais. Hein. Il y a 2 gammes de produits et 2 prix très différents quand même. L'acheteur naturel qui me vient, c'est Forest River. Forest River, c'est une division maintenant de Berkshire Hathaway. Et quand Warren Buffett a racheté Forest River, il l'a acheté, il a mis 2 milliards sur la table. Et un jour avant, il ne connaissait pas la société. C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs qui lui ont présenté la société, il s'est dit, ça, faut que je me dépêche de l'acheter. Et il l'a acheté en 24 heures. Et donc, Forest River, c'est le clone, on va dire, de Thor. Ils ont aussi à peu près 35% de part de marché aux États-Unis. Alors, le marché nord-américain est différent parce qu'aux États-Unis, ils ont des grosses cylindrées qui font 4 litres, 5 litres, 6 litres de moteur et qui peuvent tirer des énormes caravanes. Alors que nous, on n'a pas ça. Donc, nous, on n'a que des motorvans, ce qu'ils appellent des motorvans, c'est-à-dire des voitures à moteur. Alors qu'eux, ils ont une grosse voiture avec un gros moteur, et puis ensuite, ils peuvent tirer des grosses caravanes. On n'a pas, nous, ce marché-là, mais Forest River a été racheté une bouchée de pain par Warren Buffett, juste après, justement,
le crack de Lehman Brothers en 2008, l'année où les camping-cars ont baissé. Voilà, c'est clairement l'acquisition, une acquisition structurante du groupe de Warren Buffett, et je les verrais bien aller sur le marché européen et se payer, pourquoi pas, Trigano. Si ce n'est pas eux, aucun autre industriel n'a les moyens de se payer Trigano, parce que je pense que ça vaudra au bas mot 250 € par action, c'est-à-dire quand même 5 milliards. Et donc ce sera un fonds. Donc toi, ta valo, c'est ta valo de sortie qui irait bien dans ta thèse, c'est 250 € par action. Oui, oui. Sur le fait que c'est un leader, 30% de part de marché, le mieux géré, marge débit normative de 10%. Oui, et aussi sur le fait que quand je regarde le prix que Thor a payé Immer, et que je regarde le différentiel de marge entre les deux groupes, c'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent. Faut pas oublier non plus que si Warren Buffett et Berkshire Hathaway, via Forest River, veut racheter Trigano, aujourd'hui, la parité dollar-euro, elle va aussi dans le bon sens pour eux. Mais Feuillet n'est pas vendeur aujourd'hui à 100 €, soyons clairs. Hein. Je ne pense pas. Parce que, bon, il ne pourrait pas vendre 250 aujourd'hui, sachant que ça cote 100. Parce qu'aujourd'hui, il y a des incertitudes qui ont fait baisser le titre, qui a quand même valu 180 € il n'y a pas si longtemps, et qui est descendu aujourd'hui, il est à 100 €, il a même fait un point bas en dessous de 80, parce que l'essence est montée à 2 € le litre, parce qu'il y a eu des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, j'en ai parlé tout à l'heure, qui font qu'ils ont vendu 42 000 camping-cars, sinon ils en auraient vendu 50 000, et parce qu'il y a eu aussi des hausses de prix. Justement, là, Francis, tu pourrais nous faire une petite liste, là, on va dire 2 colonnes, là, les côtés négatifs du dossier de la société. Le côté négatif, en ce moment, c'est la hausse des prix. Les prix ont globalement augmenté de 20% en un an. Donc, si tu augmentes tes prix de 20%, ta demande finale, elle baisse de 20%. D'accord. Le client type, c'est bien le retraité qui veut un bout de campagne au bout de la route. Alors, ça a un peu changé, ça. Ça, c'était l'ancien client type qui achetait du camping-car. Maintenant, il y a le van qui est arrivé et qui est en fait un nouveau segment qui n'a pas cannibalisé le camping-car. Parce que le camping-car, il est plus gros, il est plus confortable, mais il t'a pas échappé qu'à certains endroits, on nous mettait des barrières pour empêcher au camping-car de rentrer. Donc, ils ont créé des vannes qui sont vraiment du même format que le petit utilitaire du maçon ou de l'électricien, tu vois, et qui passe partout, en tout cas qui peut rentrer dans les villes. Et là, c'est une clientèle plus jeune et beaucoup plus récente. Donc, Trigano a créé une usine en Espagne il y a 2 ans là-dessus. Elle est déjà saturée, ils sont en train de l'agrandir. Très bien. Donc, en côté négatif, donc la hausse des matières premières, enfin des entrants, il y a... Oui, il y a aussi une menace écolo. Il y a aussi une menace écologique parce que ce sont que des véhicules diesel, des moteurs diesel. Donc, ils vont devoir avoir des dérogations s'ils veulent continuer à rouler à partir de 2035. Sinon, ils sont interdits de rouler si on applique aujourd'hui strictement la loi. Et cette menace écologique, elle se traduit, si tu veux, tu as des pays, je ne sais plus si c'est la Suède ou si c'est un autre pays du Nord, qui a mis une taxe au camping-car, alors que on peut discuter de l'aspect polluant du camping-car. Hein. L'autre point négatif, je dirais qu'il tend à disparaître. Moi, j'avais identifié le point négatif, c'était quand même vraiment la dépendance à François Feuillet, qu'il faut dire a quand même été un des chefs d'entreprise dans ces 40 dernières années les plus brillants en France. Il faut dire les choses. Hein, la façon qu'il a eu de développer son groupe, de trouver la bonne main-d'œuvre, de s'étendre à l'international, puisqu'il a fait l'essentiel de ses acquisitions à l'international, d'intégrer quasiment toutes les boîtes qu'il a rachetées ont été intégrées de manière relutive rapidement. Je dis quasiment toutes, parce qu'il y en a une où ça s'est mal passé, c'est quand il a racheté son concurrent allemand, parce qu'il y avait un autre concurrent allemand qui faisait quand même 500 millions de chiffre d'affaires, qu'il a racheté dans les années
2006, quelque chose comme ça, qu'il a mis très longtemps à digérer. Mais ça se passe souvent mal avec les Allemands. Hein. Vaut mieux, ça se passe mieux avec des Italiens, des Espagnols ou même des Anglais qu'avec des Allemands. Donc ça, tu dis que c'est un point négatif du dossier au sens où c'est l'homme clé. Oui, c'est ça. Ça reposait vraiment, la boîte reposait vraiment sur lui. Et j'ai même eu peur qu'il ne passe pas la main et qu'il ne délègue pas l'opérationnel, puisque c'était un fondu de travail, quoi. Je veux dire, quand il était en vacances, il appelait l'usine tous les jours quand même, tu vois. Que je parle de l'époque où il travaillait encore. Bon, là, il a laissé les clés du camion pour la partie opérationnelle à Gigou. Et puis après, eux, ils font la stratégie. Hein. Ils restent au conseil de surveillance et ils font la stratégie. Donc la stratégie, c'est aujourd'hui étudier les dossiers de croissance externe, puisqu'ils ont une force de frappe de 250 millions par an. Donc ils peuvent très bien se payer une proie à 750 millions ou à 1 milliard, qui vont mettre 4 ans à digérer, il n'y a aucun problème. La difficulté, c'est de la trouver, la proie. Et il n'y en a pas. Quelque part dans les cycles économiques, on sait ce que c'est. Moi, j'ai une phrase pour ça là, que j'ai lue, je ne sais plus où, dans un bouquin, mais les cycles économiques, ils aident ces gens-là quand tu as des leaders en fait, qui sont en croissance externe régulière, parce que c'est le business model. En fait, oui. Quand il y a des crises, on va dire les gros, ils maigrissent et les petits, ils meurent. Et en fin de compte, les gros qui sont plus maigres, ils vont racheter pas cher, les petits, ils les intègrent. Et puis rapidement, ils font la culbute sur le TRI monstrueux de j'ai racheté pas cher, un machin que j'intègre, et qui crache 3 ans après, quoi. Hein, c'est ça. Mais il t'a pas échappé quand je t'ai dit que toutes ces croissances externes, il les a faites en les payant 6 mois de chiffre d'affaires. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Alors qu'elles étaient à peine rentables. Mais lui, aujourd'hui, il vaut 100 euros fois 20 millions d'actions, ça fait 2 milliards. Moins 400 millions de dettes, ça fait 1,6 milliard. Et il fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc il est valorisé lui-même aujourd'hui 6 mois de chiffre d'affaires. C'est ridicule. C'est ridicule. Il est valorisé comme un petit acteur à peine rentable. À peine rentable, alors que c'est le leader qui a la meilleure rentabilité du groupe. Thor, même la partie américaine de Thor, qui est quand même 3 fois plus grosse que Trigano. Hein. Thor fait 9 milliards de dollars aux États-Unis. Thor fait du 8-9% de marge d'EBIT, même pendant la période Covid. Alors que Trigano est monté à 12. Alors, c'est effectivement peut-être pas récurrent, le 12. Moi, je dis que le normatif, c'est 10. Mais voilà. Et puis, bon, la cerise sur le gâteau, c'est Warren Buffett qui s'est décidé en 24 heures pour racheter Forest River. Quoi. Évidemment, si tu tapes Forest River, tu ne vas pas trouver beaucoup de renseignements, si ce n'est que c'est une division de Berkshire Hathaway. Mais ça, c'est le prédateur naturel de Trigano. Sinon, ça finira dans un fonds. Et je ne sais pas ce que fera le fonds d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de levier à améliorer. Parce que je pense que malgré tout, dégager 12% de marge d'EBIT sur un business comme ça, ce n'est jamais qu'un assembleur. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est qu'un assembleur. Alors certes, c'est un assembleur qui commence par acheter un châssis moins cher que ses concurrents, parce qu'en dehors de Thor, de Himmer, les autres concurrents sont à peu près 5 fois moins gros que lui, c'est-à-dire ils font 500-600 millions. Hein, les petits concurrents, ils s'appellent Knaus Tabbert, ils s'appellent Pilot, ils s'appellent Rapido. Voilà. C'est ça les petits concurrents. Et Trigano ne peut plus vraiment les racheter parce que la dernière fois qu'ils ont fait une croissance externe, la commission de la concurrence leur a bien fait comprendre que c'était la dernière fois qu'ils passaient tranquillement, mais que la prochaine fois, ce ne serait pas tranquillement. D'accord. Ok. Donc ça, c'est les côtés, on va dire, un peu touchy du dossier. Et les côtés positifs, donc, bonne gestion. Puis maintenant, l'âge du capitaine, qui fait que le groupe va forcément être vendu tôt ou tard. Parce que évidemment, je regarde les publications de Thor comme le lait sur le feu, puisque tous les 3 mois, il publie. Et contrairement à Trigano, il publie aussi le carnet de commandes, c'est-à-dire combien il y a de camping-cars en stock chez les concessionnaires, alors que Trigano ne donne pas cette information. Mais grâce à Thor, qui les publie chez Himmer, on connaît chez Himmer l'évolution du carnet de commandes tous les 3 mois, ce qui donne un renseignement supplémentaire que Trigano ne communique pas. Ok, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose que je fais moi aussi dans des sociétés qui sont cotées là sur Euronext
en Europe, c'est effectivement regarder les concurrents, regarder ceux qui sont sur les mêmes segments de marché, parce que des fois il y a des concurrents qui sont plus gros, qui doivent d'un point de vue réglementaire beaucoup plus publier, ou qui sont plus prolixes dans les publications, ou qui sont des fois décalés dans les publications, ce qui permet d'avoir une vision en suivant l'un, l'autre. On a une vision, par exemple tous les 2 mois, on a une vision du marché, quoi. C'est ça. Alors voilà, j'ai fini donc avec cette vidéo. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Donc si ce genre d'intervention vous a plu, évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous signale aussi que je suis le rédacteur d'une newsletter qui est gratuite, qui est dédiée à la bourse, qui est dédiée au stock picking. Donc pour pouvoir la recevoir, vous cliquez dans le lien qui est dans la barre de description, vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement mes publications qui parlent de sociétés cotées, qui parlent de trucs et astuces. Bon voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous. Ciao!